Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire de TELUS Santé qui porte sur quel est l'avenir pour les soins virtuels au Canada. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille à ce webinaire. Mon nom est Michel Hébert, je suis directeur médical adjoint chez TELUS Santé et aussi médecin responsable du GMF Cité médicale à Québec. Sans plus tarder, commençons par notre premier présentateur, Roé Benelli, qui est directeur programme stratégique soins virtuels TELUS Santé. Alors, Roé, si tu pouvais nous dire en quelques mots qu'est-ce le chemin que tu as parcouru depuis que tu es devenu gradué en sciences infirmières au Québec. Merci Michel. Ça dépend combien de temps on veut brûler lors du webinaire sur ça, mais ça fait 21 ans que je suis infirmier. Je pratique encore, mais vraiment après quelques années dans les hôpitaux, dans les soins intensifs, soins urgences, médecine interne, je suis tourné ma carrière vers le réseau public, privé. J'ai travaillé dans des cliniques, j'ai travaillé dans différents programmes. J'ai commencé à développer des programmes en soins de différents types de spécialités, médecine générale, cardiologie, psychiatrie et d'autres services. Et ensuite, j'ai gradué vers d'autres types de programmes occupationnels, santé au travail, des cliniques spécialisées à l'extérieur. Et ensuite, j'ai commencé dans la santé virtuelle il y a à peu près 5 ans avec la compagnie QCare qui a été acquérie par TELUS Santé il y a 2 ans. On s'approche de 2 ans et depuis mon temps en télémédecine, je vraiment dans le domaine de la santé mentale, dans le développement de programmes qui peuvent aider les employés et leurs familles dans les services et dans les soins de santé mentale. Et c'est vraiment là où je passe mes journées quotidiennes aujourd'hui comme directeur de programme stratégique et expert du sujet en santé mentale. Et j'ai le plaisir de travailler avec Camille dans la propagation de la santé générale. Donc, je te repasse la parole, Michel. Merci beaucoup, Roé. On en sait déjà plus sur toi. Ça nous incite à la curiosité. Mais naturellement, on a notre collègue Camille Lalonde, qui est directrice générale opération clinique soins virtuels. Ma chère Camille, qu'est-ce que tu voudrais nous dire à propos de toi? Bonjour tout le monde, bien heureuse d'être ici aujourd'hui. De mon côté, je suis infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne au Québec et en Ontario. Je suis originaire du nord de l'Ontario et j'ai commencé ma carrière comme infirmière au service d'urgence pendant une dizaine d'années. Par la suite, j'ai fait mes études à la maîtrise pour devenir infirmière praticienne. Puis j'ai pratiqué dans nombreux départements. J'ai fait beaucoup de médecine familiale, de la pédiatrie tout récemment, je me suis dirigée vers les soins palliatifs et les soins de médecine complexe de longue durée. Je suis avec les soins virtuels TELUS Santé depuis 2017. Donc, j'ai commencé à offrir des soins virtuels avant la pandémie et tranquillement, j'ai progressé au rôle de directrice des opérations cliniques. En gros, mon rôle, c'est d'assurer qu'on puisse avoir l'équipe et les soutiens en place pour pouvoir livrer des soins virtuels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On parle d'une équipe de 900 professionnels de la santé physique et mentale et une équipe de 70 employés de TELUS qui viennent supporter le tout. Camille, c'est tellement gentil de nous partager cette expérience de vie. J'aimerais remarquer et j'aimerais vous faire remarquer à tous que nous avons tous vécu des moments de notre carrière professionnelle en médecine d'urgence. Moi-même aussi, il y a été 20 ans d'urgence. Donc, l'urgence mène à tout, n'est-ce pas? C'est ce qu'il faut retenir, des gens dynamiques et visionnaires. Et justement, en parlant de visionnaires, on a publié chez TELUS là, un livre blanc qui s'appelle «L'analyse approfondie des soins de santé virtuels au Canada». Alors, ma première question à vous deux, c'est naturellement, le volume, excusez-moi aussi, ce rapport-là, c'est le troisième. On en avait publié un en 2019-2020. En 2022, qu'est-ce que vous avez vu qui a changé face aux données qu'on a publiées dans ce rapport-là? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est pareil selon vous? Je ne sais pas, Camille, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus?
Je pense que la pandémie, on ne se le cachera pas, a obligé plusieurs professionnels de la santé à fermer leurs portes, à fermer la porte de leur clinique, des cliniques sans rendez-vous. Donc, pour ceux qui sont restés ouverts, on voyait les protocoles, les mesures de contrôle des infections renforcées et donc l'accès aux soins qui était déjà dans plusieurs provinces et territoires canadiens limité est devenu encore plus limité par conséquence. Donc, les Canadiens ont dû trouver d'autres moyens pour accéder aux soins de santé. Et je pense qu'on va voir une réflexion de cette utilisation plus élevée là, dans nos réponses. Héroïne, toi, qu'est-ce que tu as retiré de cette troisième édition de rapport? En regardant le rapport, et je pense en ajout de ce que Camille a donné comme réponse, je pense vraiment que le changement de routine était vraiment la grosse partie. Et la routine ne s'est pas rétablie pendant longtemps. C'était une routine qui évoluait tout le temps avec de nouvelles informations. Il y avait beaucoup d'anxiété, de stress, même de peur autour c'est quoi la prochaine étape. Donc, je pense que ça a vraiment agi de façon assez importante sur le bien-être vraiment de la population. Nous avons besoin d'une routine pour être bien et quand notre routine est à chaque jour challengée et mis en question, ça change vraiment la façon qu'on puisse gérer notre quotidien. Donc, ça affecte même les personnes qui étaient bien équipées au début de la pandémie. Après un an et demi de ces changements-là, je pense que ça a érodé pas mal beaucoup de la capacité et finalement la tolérance de tout le monde pour gérer leur quotidien. Je pense que la seule grosse chose entre le dernier rapport et le rapport aujourd'hui, c'est vraiment la pandémie. Et c'est là qu'on voit vraiment une augmentation d'utilisation de la télémédecine pour des ressources. Et finalement aussi que le système, ça a démontré que le système, pas le système de santé publique seulement, mais notre système de santé général n'était pas vraiment équipé ou blindé pour prendre cette pression-là. Ah, c'est tellement bien dit. Et d'ailleurs, même quand on a vu arriver la pandémie et qu'on a mis toutes ces mesures-là en place très rapidement pour préserver l'accès aux soins de la part de la population, il y avait aussi la santé digitale qui évoluait pendant ce temps-là. Alors, on arrive à une croisée de chemin où, comme on disait, là, plus de 60 des rendez-vous sont allés virtuels en commençant en 2020 avec la pandémie. Maintenant, qu'est-ce que ça, comment ça marque les soins de santé, les soins virtuels? Selon vous, c'est là pour rester? Est-ce que c'est vraiment c'est une voie de sans retour, comme on dit? C'est une nouvelle voie? Comment vous voyez ça, vous, avec la santé, dans le contexte de la santé numérique? Peut-être Camille? Avec plaisir. Je pense que même les cliniciens qui n'avaient pas considéré les soins virtuels avant l'arrivée de ce fameux virus ont dû modifier, veut pas, leur approche pour trouver un moyen de rejoindre leurs patients qui étaient en isolement dans le contexte d'un monde à l'envers. Donc, graduellement, je pense qu'avec les soins virtuels, on a constaté qu'ils n'étaient pas là pour remplacer la relation thérapeutique qui existe entre un intervenant en soins primaires et ses patients, mais peut plutôt enrichir l'accès et complémenter les ressources qui sont disponibles dans le secteur public. Lorsqu'un patient arrive à recevoir les soins dont il a besoin virtuellement, ce que ça fait, c'est que ça l'ouvre une plage horaire pour un patient qui a vraiment besoin de cet examen physique, de ce rendez-vous en présentiel. Et ça vient décanter nos cliniques sans rendez-vous et nos services d'urgence qui sont surchargés, qui sont débordés. Euh, donc, moi, c'est surtout ça que j'ai observé. Ah, c'est super intéressant. Tu as bien raison, Camille. Et maintenant, c'est quoi la tendance, Roé, c'est quoi la tendance qu'on voit lorsque les personnes utilisent ou consomment des soins virtuels, un service de soins virtuels? Y a-t-il un vecteur général? Y a-t-il quelque chose qu'on peut euh, ressortir des données qu'on a? C'est une bonne question. Je pense qu'est-ce qu'on voit de plus en plus, et ça, c'est depuis la pandémie, mais avec la grossesse de la population qui a utilisé vraiment la santé virtuelle, santé de télémédecine depuis le début de la pandémie, on voit quand même un taux de satisfaction très élevé dans ces interactions-là. Ils trouvent c'est efficace.
C'est sûr que ça ne répond pas à tous les besoins à 100%, mais quand même très, très utile. Et je pense qu'avec cette utilité, on regarde finalement qu'on s'aligne avec différents types de consultations, pas juste avec un médecin, avec une infirmière praticienne, avec une thérapeute, pharmacien, ergothérapeute. On voit même des dentistes qui s'en vont un peu dans la télémédecine pour différents suivis, différentes approches. Donc vraiment, on voit de plus en plus même de la physiothérapie. Donc certaines professions qui, au début de la pandémie, on n'y pensait pas parce qu'on était en mode urgent, mode de crise. Là, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait davantage pour améliorer la qualité des soins? Et on voit vraiment une augmentation de demande pour ces types de visites ultérieures juste à la santé directe, la santé générale. Et je pense de plus en plus, on voit que les patients se retournent pour une deuxième visite, troisième visite. Donc, les gens l'utilisent de plus en plus parce que c'est tellement positif comme expérience. Alors vraiment, là, on regarde qu'est-ce qu'on peut ouvrir dans le portfolio de services disponibles pour cette population-là qui l'utilise régulièrement. C'est super intéressant. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de soins primaires, mais effectivement, même dans ma clinique, beaucoup de spécialistes utilisent les soins virtuels où se sont aussi ont ajouté ce mode de communication avec les patients. Mais naturellement, donc, on parle des patients, on parle des soins primaires. Et qu'est-ce que ça représente pour les employés spécifiquement qui travaillent dans les différentes compagnies? Parce que naturellement, un patient peut porter plusieurs chapeaux dans la société, mais un chapeau important qu'il porte, c'est qu'il est souvent employé d'une organisation quelconque. Qu'est-ce que tu en penses, ma chère Camille? En fait, lorsqu'un employé et sa famille peut accéder à des soins virtuels par l'entremise de leur employeur, on pense à l'aspect global sur la santé de cet employé et de sa famille. Donc, il y a une conséquence ou plusieurs conséquences qui affectent directement leur bien-être. D'une première part, 70% des rendez-vous se font durant les heures de travail. Donc, on peut penser à la gestion du temps de cet employé-là, la réduction de tout le stress qui vient avec essayer de trouver un rendez-vous dans une clinique chez son médecin de famille. L'employé peut choisir le moment qui est opportun pour lui de consulter ou choisir de prendre rendez-vous, par exemple, à 6 heures le matin, le lendemain, lorsque l'enfant s'apprête à aller à l'école. Donc, on parle vraiment d'un accès qui est ciblé et centré sur la personne, sur l'employé. Je reviens un peu là-dessus, mais le système canadien, dans plusieurs provinces et plusieurs territoires, est surchargé. Et avec un taux de résolution de 80% et plus pour une consultation virtuelle, on parle de plusieurs plages horaires qui pourraient être libérées dans notre système public, dans nos hôpitaux, dans les cliniques de nos spécialistes. Et donc, ça a un impact quand même important. Et c'est tellement vrai, Camille, d'autant plus que quand on regarde pour la situation du Québec, mais dans toutes les autres provinces, on a un grand défi à remplacer l'équipe médicale et l'équipe des soins infirmiers, des infirmières et infirmiers qui travaillent au Canada. Vu la courbe démographique qu'on a, on a quand même des grands défis à recruter des gens pour augmenter les soins et même juste les remplacer. Donc, la diversité d'offres devient de plus en plus importante. Et comme tu viens de dire aussi, par rapport au contexte du travailleur qui prend soin aussi de sa famille, s'il y a une famille, d'être capable d'avoir un accès rapide à des soins, ça a un gros impact sur le travail qu'il peut effectuer dans l'entreprise. C'est super intéressant. Mais de l'autre côté, c'est quoi mon cher, excusez-moi, quels sont oui, Camille, c'est quoi les services qu'on peut offrir en soins virtuels? Donc, pour résumer les grandes lignes, en principe, toute consultation qui n'a pas besoin d'un examen physique ou d'une prescription de substances contrôlées pour être sécuritaire peut se faire dans la grande majorité des cas virtuellement.
disons que les raisons de consultation les plus fréquentes sont, par exemple, les conditions dermatologiques, des problèmes de peau, de l'eczéma. On parle aussi de plusieurs consultations en santé mentale d'origine variée, des infections, des allergies, des troubles gastro-intestinaux, urinaires. On a vu également au cours de l'été quand les changements se sont faits au niveau des restrictions pour les voyages, on a fait énormément de consultations pour les voyageurs avant qu'ils quittent le pays. Donc, je dirais qu'on voit toute une panoplie de conditions de différents systèmes dans un cadre de travail régulier. C'est vraiment, pour l'intervenant, c'est quand même de la médecine qui est passionnante parce qu'on voit toute une variété de présentations. Oui, naturellement, on sait qu'il y a quelques cas qui seraient un peu logiques, là, que ça peut être difficile étant virtuel, là, compte tenu des régions affectées ou de la nature. Il peut y avoir quelques exceptions dans la nature des pathologies qui sont présentées, mais ça, c'est assez bien identifié un peu partout dans les différentes organisations qui offrent des soins virtuels, là, et ça, c'est très bien fait. D'ailleurs, tu mentionnais la santé mentale, c'est un dada de Roé. Donc, Roé, j'aimerais ça que tu nous parles justement de l'accès aux soins de santé virtuels en santé mentale, plus particulièrement. Oui, non, je pense que c'est une très bonne question et c'est sûr que la santé mentale s'aligne très bien avec la télémédecine. Je pense que depuis le début, c'était un des des parties qui étaient adoptées le plus rapidement possible. Et le confort, je pense, de la population avec la santé mentale était assez facile initialement. Nous avons tellement de différentes options de disponibles et je pense que c'est une des choses les plus importantes pour aider, à combattre le stigma autour de la santé mentale. Mais aussi en même temps, c'est pas une solution qui est bonne pour tout le monde. Nous avons différentes populations, différentes démographies, différents âges, mais aussi différents problèmes et styles de vie. Et c'est vraiment ça la beauté. Chez TELUS Santé, nous avons vraiment un suite de services qui tombent, les services de parcours de vie qui est vraiment notre PAE pour les employés et familles. Là où on donne des disponibilités de santé mentale tout de suite guidées par nos ambassadeurs de soins. Donc, la personne peut se présenter, identifier un problème et on va les aider à trouver la ressource qui est la meilleure pour eux. Donc, c'est vraiment, ils sont là pour être guidés. Nous avons des ressources dans le bien-être, donc vraiment dans la promotion de la santé. Donc, il ne faut pas être très malade ou avoir beaucoup de symptômes pour avoir des services et des soins. C'est mieux d'agir proactivement. Donc, nous avons ce type de services-là. Nous avons des thérapies digitales, donc on appelle le TCC par Internet, donc le TCCI, dans lequel c'est guidé par un clinicien. Donc, il y a l'interaction clinique, mais c'est asynchrone, c'est pas live, mais en même temps, ce type d'interaction-là permet, et on a vu ça pendant la pandémie, si on est à la maison avec des enfants, on a le travail qui déborde de partout, on est en mouvement continuel, c'est très difficile d'avoir un rendez-vous fixe dans notre horaire. Donc, ça permet vraiment d'avoir une interaction et la promotion de techniques pour gérer notre santé mentale qui peut être n'importe quand, n'importe où. On peut être assis dans la voiture pendant que les enfants sont dans la piscine, où ils sont dans une activité, où on peut, entre-temps, le soir, après que le tout s'est calmé, avoir notre interaction digitale. Je pense que c'est très, très utile. On va une augmentation dans cette utilité-là. Et de plus en plus, c'est vraiment la capacité d'utiliser des services de santé mentale qui peuvent être ajustés selon nos besoins. Donc, ça aide beaucoup à faire une promotion de santé, avoir des disponibilités pour différentes personnes, mais même géographiquement, c'est très utile parce qu'on a quand même, on sait le Québec est vaste, on a un pays vaste au Canada aussi, mais on a des populations qui sont un peu éparpillées partout dans des petites communautés où il y a souvent un ou deux intervenants qu'on voit. On voit à l'église, on voit à l'épicerie, on voit des fois, donc on les connaît bien, des fois on n'est pas confortable pour aller demander du soutien. Là, on peut aller chercher des ressources à l'extérieur, mais quand même, on ne doit pas voyager, qui peut être très, très utile et ça peut se faire par téléphone, pas juste par interface vidéo, parce que souvent, on n'a pas nécessairement toute la même capacité vidéo ou même la nécessité n'est pas toujours là. Donc, on est vraiment capable d'offrir différentes modalités, différentes
façon de gérer notre santé mentale et je pense que c'est très, très, très utile pour les employés. Et quand c'est payé par l'employeur, la dépense de l'employé, la dépense de leur poste direct est un obstacle qu'on ne doit plus non plus gérer. Donc, ça peut aider vraiment à débuter des soins et des services. Donc, c'est vraiment là que la santé mentale, et comme tu dis, c'est mon dada, donc je peux parler jusqu'à demain, même après-demain sur ça. Donc, je me tais en ce moment et je vais te retourner la parole, Michel, sinon je vais aller trop loin. Ben, je vais même ajouter d'autres choses, mon cher Roué. Moi qui fais du soin virtuel dans le cadre de ma pratique, ça a été utile en santé mentale. Lorsqu'un patient, traditionnellement, vient à la clinique puis il est tout seul, euh, quelquefois, on a besoin de parler aux gens de la famille. Et avec les soins virtuels, s'ils sont à leur maison et les gens de la famille sont là, on peut aussi les faire participer à l'intervention, ce qui est très utile. Et l'autre chose qui est beaucoup, beaucoup oubliée dans les soins virtuels et qu'on avait dans les soins à domicile, c'est qu'on voit où le patient vit. Et ça peut donner des renseignements extrêmement importants dans certaines conditions de santé physique, mais particulièrement dans les conditions de santé mentale, ça devient très important. On peut même leur demander de nous montrer que contient le réfrigérateur ou où est la lumière, quel est le bruit dans lequel ils vivent. Ce sont tous des éléments qui sont difficiles à questionner en bureau où on ne pense pas, où le patient ne les partage pas, mais là, on a une occasion unique de pouvoir vivre cette expérience-là en soins virtuels. Alors justement, on parle de santé mentale, mais la question, pas piège, mais la question particulière pour Camille, c'est est-ce qu'on est capable de faire un profil de celui qui consomme des soins virtuels? Un profil typique. Y a-t-il Oui, suite à nos recherches, notre étude, l'utilisateur, ou je vais plutôt dire l'utilisatrice moyenne, c'est une jeune femme adulte qui a un fournisseur de soins primaires dans plusieurs cas et que les avantages sociaux couvrent les soins virtuels. Donc, elle consulte souvent pour des raisons de santé mentale, de santé reproductive, d'infection ou d'allergie, soit pour elle, soit pour ses enfants. On remarque par contre que on voit un changement dans l'utilisation chez les personnes qui ont entre 45 et 65 ans et même ceux qui ont plus de 65 ans. C'est une population qu'on voit de plus en plus engager les soins virtuels parce qu'ils font une première consultation, ils sont surpris à quel point c'est simple, ils sont bien servis, ils voient les avantages de ce soin et ils reviennent une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Donc oui, les patients qui sont plus éduqués, qui ont des enfants, ils font partie du groupe qui ont le plus de volonté pour utiliser les soins virtuels, mais les modalités ils varient énormément avec les démographiques. Oui, c'est ça. Tu as raison. Je crois qu'il ne faut pas nécessairement stigmatiser un profil et dire ben, c'est juste eux autres qui consultent. C'est vraiment horizontal l'accès aux soins virtuels. Alors, je pense que c'est un élément important. Bien que dans nos cerveaux rationnels, on aime ça, trouver des cases pour toutes les choses qu'on fait. Il faut se rendre compte que tous les patients de 0 à 99 ans consultent. Certains peut-être plus fréquemment que d'autres. Et j'aime bien ce que Roé te dit aussi par rapport à la distance au Québec et au Canada. C'est une raison importante de pouvoir consulter en temps réel Puis là, on arrive dans l'hiver, on coupe plein de choses dans notre société, mais on ne coupe pas l'hiver. L'hiver va revenir cette année encore. Et c'est dommage de mettre à risque nos patients sur les routes, des fois glissantes ou dangereuses au niveau de la visibilité, et pour venir consommer un soin de santé alors qu'ils pourraient l'éviter. Donc, c'est un élément extrêmement très, très, très important. Et donc, là, justement, en parlant de ces patients-là, on peut dire qu'ils sont satisfaits, n'est-ce pas, Camille, de consommer des soins? Honnêtement, oui, ils sont satisfaits. J'ai eu l'expérience comme intervenante sur la plateforme. J'ai eu plusieurs années d'interaction avec les patients et je garde une certaine fierté lorsque c'est la première consultation. J'ai souvent eu la réponse de « Ah,
c'est vraiment déjà fait, ma prescription est déjà envoyée. C'est aussi simple que ça. Ça l'apporte une certaine satisfaction professionnelle, personnelle, parce que, bien évidemment, on a servi ce patient-là dans sa cuisine, dans son salon. On lui a donné des bons soins, des soins de qualité. Et c'est incroyable à quel point on reçoit une certaine reconnaissance. Et cette reconnaissance-là de l'employé retourne à l'employeur également. À la fin du compte, c'est l'employeur qui lui a donné cet accès-là qui, pour plusieurs d'entre eux, ils n'avaient pas avant. On parle de 6 millions et plus de Canadiens qui n'ont pas accès aux soins primaires. Même ceux qui ont accès ne peuvent souvent pas obtenir un rendez-vous dans 2, 3 jours. Donc, quand on parle des soins de santé sur demande, ça vient énormément réduire l'attente ou le manque d'accès complet. Donc oui, la satisfaction est très élevée et c'est tellement plaisant justement de servir cette population-là et de leur offrir les soins. Pour l'intervenant, c'est un gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, je comprends bien, à 96 de satisfaction, il y a l'effet Camille là-dessus. Ah! Les patients étaient tellement contents de voir Camille qu'ils ont dit « Oh, on veut la garder, on veut la garder. » J'aimerais bien pouvoir dire que c'est juste moi, mais avec mon équipe de 900 professionnels de la santé, je pense qu'on se partage la charge un petit peu. Je comprends bien. Je voudrais juste vous mentionner aussi que dans les soins virtuels, un des obstacles qu'il y avait avant, en pré-pandémie, tu l'as mentionné, Camille, c'est super important. C'était difficile pour un médecin d'envoyer une prescription par courriel ou par fax à la pharmacie. Et grâce à la collaboration de l'Ordre des pharmaciens de toutes les provinces, les collèges de médecins de toutes les provinces, la capacité de pouvoir envoyer une prescription par fax a été maintenant acceptée et là, il n'y a plus de retour en arrière. Là, maintenant, c'est là. Même les patients qui viennent en présentiel dans mon bureau vont me dire spontanément, « Ah là, vous avez envoyé ma prescription par fax hein, à la pharmacie. » Ah, mon Dieu, on n'entendait jamais ça avant. Alors, donc, on voit que les habitudes des patients ont changé, ce qui est pour le mieux d'ailleurs, parce que naturellement, ils pouvaient perdre leur prescription, il pouvait se passer plein de choses avec la prescription. Là, c'est arrivé et le pharmacien peut la préparer d'avance, ce qui est quand même fantastique. Donc, assez parlé avec de nos bons patients qu'on aime bien, mais mon cher Roué, la majorité des Canadiens, là, ils s'attendent à des soins virtuels, là et que ça se fasse partie on dit une option permanente, mais en fait, d'un soin essentiel et d'une modalité de soins essentielle dans leurs soins de santé. Et donc, qui peut offrir ces soins-là aux patients? Quel est l'accès aux soins virtuels? Comment est-ce qu'on peut organiser ça au niveau de notre société? C'est une très bonne question. Je pense que la disponibilité, encore avant la pandémie, je pense que c'était moins que 4 des Canadiens avaient accès à la santé virtuelle. Et la plupart c'était relié à leurs employeurs. C'était la plus grosse population qui avait accès. Pendant la pandémie, c'est monté jusqu'à 40 quelques pourcents, même un peu plus. Le numéro quand même a changé beaucoup. Mais suite à la pandémie, ça s'est retourné vers les 15 à 20 il y a différentes vraiment, il y a l'accès provincial, il y a l'accès à travers les dossiers médicaux électroniques, donc certains médecins donnent accès direct à leurs propres patients, mais la population en général, c'est quand même, on a vu une grosse utilisation, mais c'est encore pas tout le monde. C'est sûr que comme employeur, c'est quelque chose de très intéressant d'offrir aux employés pour plusieurs raisons. Un employé qui est en santé, qui est bien soigné, qui se sent bien soigné, va être beaucoup plus productif. Pas juste ça, on sait qu'ils vont être moins absents et quand ils sont présents, ils vont être engagés. Donc, on sait déjà là le retour sur l'investissement de la santé virtuelle. On peut même pas on peut pas le battre. C'est quelque chose qui est très utile et les employés se sentent que la compagnie investit dans eux et dans leurs besoins, mais n'oubliez pas qu'on offre ça aussi à leur famille. Parce que souvent, des fois, nous, on est en bonne santé, mais notre famille, à quelqu'un de la famille, les enfants ou notre partenaire ne va pas bien, être capable de donner ces services-là. Un, si on se sent bien, mais deux, ça nous permet aussi d'être
plus actif et plus présent dans notre vie professionnelle aussi parce que c'est géré, c'est bien soigné. Les employeurs puissent l'avoir comme santé virtuelle seule, ils peuvent l'avoir dans leur PAE aujourd'hui. Le but, c'est vraiment ce qu'on voit de plus en plus, avoir accès à travers un point de service au lieu de plusieurs. Et c'est là quand la question, Michel, est comment est-ce que l'employé ou la population peut avoir accès? Bien, une grosse partie par leurs employeurs, c'est ce qu'on voit le plus. Juste en ce moment, je pense qu'on couvre, et Camille, correct-moi si on a du sujet tard, autour de 3 millions de Canadiens, on couvre aujourd'hui avec nos services et nos soins en santé virtuelle pour l'employeur aujourd'hui. Il y a d'autres soins, il y a d'autres types de services aussi chez TELUS Santé pour la population, mais nous, vraiment, on offre beaucoup. Moi, je travaille vraiment dans le domaine de l'employeur. Ouais, c'est très intéressant, Roué, parce que tu as raison, les systèmes de santé publique de chaque province travaillent fort pour aboutir avec une plateforme pour offrir un soin de santé virtuel. Les dossiers médicaux électroniques, on a été capable d'insérer cette activité-là très rapidement. Naturellement, la situation l'obligeait et on a quand même eu une très bonne participation des différentes autorités gouvernementales pour certifier ces solutions-là de soins virtuels qu'on insérait dans nos dossiers médicaux électroniques. Mais les plateformes comme les plateformes de soins virtuels de TELUS constituent vraiment le fer de lance du réseau de soins virtuels qu'on peut offrir à la population présentement. On sait très bien que ce n'est pas tout le monde qui travaille. Avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est presque tout le monde qui travaille maintenant au Canada. Ça s'en vient comme ça. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'employés qui pourraient être exposés aux soins virtuels à travers leur employeur. En tout cas, qu'ils le seront probablement plus rapidement qu'à travers le système traditionnel qui doit mettre en marche. Parce que le système traditionnel aussi a des enjeux. Et on en a eu, on a travaillé très fort pour ça, Camille et Roé, et je veux vous entendre parler naturellement de la sécurité et de la confidentialité des données qui sont échangées dans les soins virtuels. Et sans surprise, bien que ce soit une préoccupation, la santé et la confidentialité, le coût des soins virtuels demeure pour les Canadiens, comme dans plusieurs secteurs de notre société, une préoccupation. Combien ça va coûter? Alors, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Peut-être, Camille, si tu veux prendre la parole en premier, de donner ta vision là-dessus. Oui, c'est certain que le coût est mentionné, mais je pense que du côté de l'employeur, c'est évident que les employés du Canada ayant utilisé un certain format des soins virtuels à un moment donné durant la pandémie, c'est devenu un atout qui est nécessaire. On a constaté d'ailleurs que 96% des Canadiens s'attendent à maintenir leur accès aux soins virtuels suite à la pandémie. Donc, ils ont eu tellement une belle expérience et ils ont tellement apprécié cet accès que c'est devenu nécessaire pour eux lorsqu'ils se cherchent un emploi. Donc, on pense à l'entreprise qui doit maintenant regarder l'ensemble de leur équipe, penser au recrutement, à la rétention et à une force d'employés qui sont bien, qui sont en santé, qui ont des options pour favoriser leur bien-être et les rendre plus heureux au travail, plus productifs, plus reconnaissants d'avoir cet accès. Je pense que ça vient vraiment mettre énormément de positifs sur le coût qui peut être associé à cet accès. Et Roué, toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est sûr, ma question, toujours quand quelqu'un me demande sur le prix, et c'est pas parce que c'est abordable. Hein, pour des petites entreprises, des grosses entreprises, c'est abordable. Tout en considération d'un plan, une stratégie en santé, bien-être pour les employés. Mais la question que je demande souvent, c'est quoi le coût de ne pas l'offrir? C'est quelque chose à considérer. Les autres l'offrent, d'autres organisations l'offrent. On parle d'une situation aujourd'hui, la rétention, le recrutement est, on sait très bien, très difficile, mais c'est pas nouveau. C'était difficile même. On parlait d'une pénurie il y a 2 ans avant la pandémie. Depuis, on voit, il y a beaucoup le quiet quitting, on voit beaucoup de différentes choses, mais quand même, il faut considérer qu'un employé bien soigné va donner plus. Un employé qui se sent respecté, apprécié, va donner plus.
Donc, le coût de ne pas l'offrir devient une question importante qu'on demande, c'est quoi le coût de l'offrir? C'est correct. On doit être responsable de façon financière comme une compagnie. On n'a jamais on est gens pour dire, ça vaut la peine, t'inquiète pas. On sait que les besoins ressources humaines et les besoins financiers, des fois, sont tête à tête dans une organisation parce qu'il faut être capable de rester ouvert, garder les lumières allumées, les portes ouvertes. Mais ça prend soigner les employés, ultimement. Ils sont là pour offrir le service, alors il faut bien se soigner d'eux. Et ce coût devient un coût au moins à considérer quand toute compagnie, le prix est quelque chose à considérer, c'est sûr, mais il faut considérer aussi l'effet bénéfice et le retour sur investissement. Et comme j'avais parlé un peu avant, l'absentéisme, le présentéisme, la productivité, on voit des retours de 20 $ pour chaque dollar investi. C'est ça la moyenne aujourd'hui, qu'on parle d'une amélioration importante en présentéisme. Et on voit avec des programmes de télémédecine, de PAE, santé mentale, on voit beaucoup d'études ont démontré vraiment une amélioration une productivité, augmentation de 20 à 25, même à 30 % dans certaines compagnies, plusieurs différentes industries. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Oui. Est-ce qu'il faut en parler? Absolument. Il va faire la bonne décision pour chaque compagnie, mais le coût est vraiment abordable quand on considère tous les facteurs en jeu. Oui, je pense que tu as raison. Oui, Camille, les deux, vous avez raison parce que le coût qu'un employé prend pour se déplacer, prendre une demi-journée de travail pour aller voir son professionnel, ça doit être inséré dans le calcul des coûts-bénéfices d'offrir ce service. Et c'est sûr que plus on l'offre, plus on l'offre, plus on l'offre aux employés, plus ils sont susceptibles de l'utiliser. Et ça aussi, c'est important de pouvoir réaliser ça. C'est là qu'on va chercher un retour sur l'investissement par rapport à la compagnie. Plus les employés vont l'utiliser, c'est comme la fameuse, je ne le mentionnerai pas ici, mais la fameuse semelle alimentaire, plus les gens en mangent, plus elles sont bonnes. Alors donc, vous avez tous connu ce slogan. Et le temps file naturellement. Et je voudrais juste apporter un point qui est très important, c'est dans l'intérêt des soins virtuels, là, on sait que ça a augmenté en 2019 et il y en a plusieurs, comme tu mentionnais, Camille, une grande majorité des gens veulent continuer à recevoir des soins virtuels. Euh, comment est-ce qu'on peut augmenter la proportion? Comment vous voyez l'adoption des soins virtuels par le monde des affaires? Quelles sont les pistes que vous voyez où on pourrait euh, répandre la bonne nouvelle, comme diraient nos leaders? Ben oui, je peux te laisser commencer. OK, d'accord, Camille. C'est sûr qu'on sait que une grosse partie, je pense autour de 80 % des employés, ils veulent voir de la télémédecine dans leur bénéfice, dans leur package où ils travaillent. Donc déjà, on sait qu'il y a une grosse demande et ça augmente de plus en plus. Aujourd'hui, la demande, ils vont s'attendre à l'avoir dans le futur proche. Donc c'est même pas aujourd'hui, les employés en parlent. Après, ils vont même pas en parler, ils vont s'attendre que ça soit déjà là, déjà sur place, déjà facilement communiqué. Je pense que c'est ce qu'on voit de plus en plus, c'est vraiment que 23 % des personnes ils savent déjà que ça fait partie de leurs bénéfices et ça va être quelque chose qu'ils vont considérer s'ils veulent rester chez un employeur ou quitter un autre employeur. Donc, ça va être pris en contexte. Ils vont demander, on voit de plus en plus des employés qui demandent, avez-vous la santé virtuelle? Avez-vous des services de santé et de bien-être sur une plateforme digitale ou disponible à distance? Ça se demande aujourd'hui régulièrement dans des entrevues. Donc, c'est des choses à garder en contexte. Et on voit de plus en plus qu'avoir des services et les employés s'attendent que ça soit facile, ça soit simple et ça ne sort pas de leur poche. C'est vraiment ces choses-là qui gardent en tête les employés et on sait que les employeurs, pour qu'ils puissent répondre aux besoins et avoir une bonne population d'employés heureuse, satisfaits et productifs, ils vont devoir regarder ces options-là et les mettre en jeu rapidement. Et c'est pas juste regarder le court terme, il faut regarder mi-terme, long terme, parce que c'est pas du jour au lendemain. Ça fait partie d'une stratégie un peu plus large. Et c'est là aussi qu'on doit en parler, parce que c'est pas juste acheter le marteau et le marteau va être utilisé. Il faut expliquer. Il faut que les personnes autour, les leaders, les gestionnaires font partie de la conversation
Et il faut toujours garder en contexte les employés. Il faut leur parler pour trouver le bon service pour eux aussi. Donc, c'est une conversation. C'est pas juste l'achat et l'implémentation. C'est une conversation, c'est une stratégie. Et on est là pour aider avec ça aussi. Je suis bien d'accord avec toi, Rowie. Tu as apporté un point qui est tellement important. On n'est pas là justement pour taper avec un marteau. On est là à long terme. On est là pour offrir un service qui est continuel, une relation thérapeutique, et c'est ce qu'on favorise. On essaie toujours de favoriser des rappels, des retours par le même intervenant pour pouvoir bâtir un peu cette relation de confiance qu'on a traditionnellement dans la médecine familiale. Donc, je pense que c'est un excellent point à souligner, c'est qu'on n'est pas là nécessairement pour venir tout à coup remplacer, mais bien accompagner le patient dans une trajectoire qui, dans certains cas, peut être la porte d'entrée pour, par exemple, un rendez-vous chez un spécialiste. Michel, tu as mentionné tout à l'heure, l'accès aux soins primaires, oui, est problématique, mais l'accès aux spécialistes l'est tout autant, si pas pire dans certaines régions. Et avoir cet accès aux soins virtuels peut ouvrir plusieurs portes dans le système de santé qui était auparavant fermé. Donc, je pense que c'est cet aspect-là aussi qui est important à communiquer avec les employeurs et les employés durant ces discussions. C'est tellement vrai ce que vous dites. Dans plusieurs prochaines années, l'accès, de toute façon, aux médecins de famille est de plus en plus difficile compte tenu de la démographie médicale, si on peut s'exprimer ainsi. Et les soins virtuels ont de nombreux avantages par rapport aux besoins de la personne, du patient, tous les avantages dont vous avez exprimés. Et comme la situation d'accès, prenez chaque province, il y a des enjeux d'accès, tout le monde en parle. La population vieillit beaucoup au Canada. Donc, les soins virtuels demeurent une option absolument très importante. Et on peut casser du sucre sur la pandémie, et c'est terrible, les gens qui ont souffert pendant la pandémie. Par contre, ça a eu un effet, si un effet positif à retenir de la pandémie, ça a été de pouvoir installer un réseau de soins virtuels et de continuer à avancer une fois qu'on a fait ce qu'on a fait et qu'on a vu les bienfaits que ça apporte. Je crois que c'est une porte qu'on ne peut pas se permettre de fermer. Maintenant, je regarde autour de moi si il y en a des questions. Je vais voir la maître en charge. Oui, absolument. Et justement, tu as mentionné quelque chose, Camille, qui, ça me vient ici, là, c'est quelque chose qui circule beaucoup à InfoRoute Canada et aussi pour nous, en médecins de famille, quand les patients bénéficient de services dans d'autres services, c'est l'interopérabilité de l'information. Alors, votre expérience en soins virtuels, la tienne, Camille, la tienne, Roé, il y a sûrement une utilité de pouvoir avoir accès à plus d'informations médicales du patient avec lequel vous interagissez et vice-versa, de pouvoir communiquer. Peut-être même que vous avez cette question-là de la part des personnes avec lesquelles vous avez eu l'occasion de faire des traitements. Est-ce que ça s'en va chez mon médecin? Qu'est-ce que tu en penses, Roé? Regarde, c'est sûr que la question arrive très souvent, est-ce que ça va aller chez mon médecin? Comment? Je pense que l'inquiétude la plus grande ici, c'est le consentement et c'est vraiment la sécurité d'information. Je pense que c'est la première chose qu'on doit en parler parce que c'est souvent là où les gens, on grince un peu des dents et les gens hésitent beaucoup. Et c'est là qu'on veut vraiment assurer que le consentement du patient à chaque étape qu'on partage avec des personnes à l'extérieur de l'échange initial, c'est pas un consentement automatique, c'est un consentement qui est discuté à chaque étape. C'est quelque chose qui doit être fait de façon ouverte. Comme ça, le patient est au courant. Comme ça, ça aboutit pas et dit « Hey, comment c'est arrivé là? J'ai jamais dit oui. » Donc ça, on veut que les gens se sentent confortables et de plus en plus leur donner contrôle sur leur information de santé. C'est ça le plus important. C'est finalement, nous, on est là pour les aider de s'auto-soigner. On est là pour donner le support. C'est vraiment retourner le pouvoir aux patients. C'est ça le plus important. Dans ce contexte-là, l'interopérabilité est très, très importante. Et on va de plus en plus pouvoir partager. On a dit, c'est facile d'envoyer ça chez le pharmacien. Oui, c'est utile, mais les gens avant, c'était
C'était impossible pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, c'est possible. On assure que c'est bien connecté, on assure que l'information s'échange de façon sécuritaire. La même chose, aller chercher des informations du dossier Santé Québec, par exemple, ou en Ontario, différentes informations disponibles, les prises de sang, les résultats de laboratoire, les échanges avec les spécialistes. Les gens s'attendent que tout ça soit déjà dans un dossier médical. Et c'est naturel de s'attendre parce que c'est comme ça que ça devrait l'être. Et quand ça n'arrive pas, on est tous choqués. Le médecin ne comprend pas pourquoi, le patient ne comprend pas pourquoi. On est tous les mains en l'air, ben c'est pas normal. Et la perte de temps que ça donne est aussi très importante pour tout le monde, incluant le médecin. Quand le médecin passe 10 minutes d'une interaction de chercher pour les informations, c'est une perte de temps parce qu'il aurait pu terminer avec ce patient et voir un autre. On sait que les gens attendent pendant des mois et des mois et des mois. Donc, on sait que c'est très important. Donc, on parle de la sécurité d'information, le partage, l'utilité. Je pense que de plus en plus qu'on a un point d'accès, le patient a beaucoup plus de contrôle que si on a plusieurs, des applications qui ne se parlent pas. Tout ça va très bientôt, c'est la grosse demande que l'on voit des organisations, des employés, des patients. C'est vraiment être capable de se parler et pas opérer en silo, mais on doit le faire en toute sécurité. C'est la raison que ça prend tellement de temps. C'est parce que cette sécurité-là nous préoccupe tous, pas juste parce que le gouvernement nous le dit. Nous sommes aussi des patients, nous sommes aussi des parents, nous sommes aussi des professionnels et on veut être sûr que les informations sont partagées quand c'est nécessaire et partagées avec la bonne personne, avec le consentement du patient. C'est ça qui nous préoccupe, mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, qu'on s'approche, mais bien sûr, on doit en parler pour être sûr que tout le monde est en confort. Et c'est vraiment là qu'on voit la beauté de la technologie pour lier tout ensemble, pour donner le meilleur service et la meilleure qualité de vie à nos patients. C'est ça la vision et le but. Quelle belle réponse, mon cher oui. Mais moi, j'ai une question pour Camille. Parce que quand je vois des patients qui ont des problèmes de santé qui requièrent l'aide du programme d'aide aux employés, il y avait chez certaines personnes, il y a une hésitation en disant, ben là, mon employeur va savoir ce que j'ai. Dans les soins virtuels, est-ce qu'on vous a communiqué cet enjeu-là? Est-ce que des patients se sont exprimés là-dessus, Camille? Certainement, parce que quand on pense à l'utilisation d'un programme d'aide aux employés, on parle souvent de situations qui peuvent être délicates, qui peuvent être des situations personnelles, familiales, professionnelles dans certains cas. Et donc, c'est très normal, c'est très humain d'avoir cette crainte que l'information qui est discutée lors des sessions du programme d'aide aux employés pourrait possiblement arriver entre les mains d'un gestionnaire, d'un employeur, etc. C'est très important de toujours souligner qu'on ne partage aucune information personnelle de santé d'un patient ou d'un client, à part s'il nous demande de le faire. Donc, on parle toujours du cercle de soins, du groupe thérapeutique. Oui, on peut certainement interagir et échanger avec d'autres professionnels de la santé qui collaborent en équipe à offrir un soin pour ce patient-là, mais on ne fait aucune transmission sans le consentement éclairé du patient et vraiment selon leurs demandes et leurs préférences. Quand Rowie mentionne la technologie, on est chanceux à TELUS, on a accès à une technologie qui est extrêmement sécurisée du plus haut calibre, mais on n'utilisera jamais cette technologie-là pour transmettre des informations à l'encontre du patient. Et de votre expérience aussi, les employeurs, de la façon qu'on les accompagne dans un programme de soins virtuels, donc ils sont en mesure de communiquer ça à leurs employés, que c'est vraiment un système dans lequel ils n'ont aucune influence. Oui, honnêtement, suite à la première consultation, il y a quand même un certain ouf, OK, c'est vrai, ça a bien été, j'ai eu une belle expérience, je me sens bien avec mon intervenant. Souvent, c'est juste aider les employeurs à vraiment avoir
donner la confiance aux employés de faire confiance à notre service pour leur offrir ce dont ils ont besoin. Puis suite à la première consultation, on voit très bien qu'ils reviennent avec un sourire aux lèvres dans plusieurs cas parce qu'ils ont eu justement une expérience qui les a sécurisés, qui les a rassurés et qui est venue les aider dans la situation. Oui, quand on implante un système de soins virtuels, quand on offre ce service-là, quand un employeur offre ce service-là, après quelques mois, il doit voir des données, des statistiques à haut niveau. Ça doit être très réconfortant pour eux de voir qu'il y a de l'attraction dans leur compagnie par rapport à ce service-là. Je pense que c'est très réconfortant quand ça arrive. Je pense que quand un employeur communique de la bonne façon et le fait de façon régulière, parce qu'il faut renforcer cette information-là, c'est pas automatique. C'est pas on fait une implémentation et les gens partent avec tout de suite. Ils vont prendre l'appli sur le web store, ils vont tout de suite l'utiliser. Il y a certains employés qui vont le faire tout de suite, il y a d'autres qui vont le faire juste quand ils ont besoin. Même là, ça va être plus difficile pour eux. Donc, il faut vraiment communiquer de façon régulière. Et d'habitude, on va même dire aux employeurs, on va leur dire, nous vous attendons. Peut-être au début, vous allez voir, c'est comme on appelle ça la phase un peu de honeymoon phase. Les gens, tout de suite, tout le monde s'excite, on veut, ils font l'application, ils vont le chercher, mais ensuite, ça se calme. Il faut regarder vraiment sur 2-3 ans pour que ça soit une certaine maturité de voir vraiment l'effet et le bénéfice. Mais ça, une compagnie peut l'accélérer avec une bonne communication, avec une bonne discussion régulière. Nous sommes là aussi pour aider avec ça et des stratégies comment le faire, mais c'est sûr que les employés peuvent participer, ça peut arriver. Et si c'est une porte d'entrée, ça simplifie la chose tellement parce qu'ils vont s'engager de plus en plus. Et ce qu'on voit aussi, Michel, on parle du futur un peu de la santé virtuelle, c'est se concentrer aussi sur le bien-être. Donc, avant qu'ils soient vraiment malades, avant que les gens aboutissent sur la plateforme parce qu'ils ne vont pas bien. Parce qu'en général, les gens, ils vont aller sur la plateforme 1 ou 2 fois par année. En général, les gens sont en bonne santé. Alors, c'est pour les engager plus souvent et faire une routine, ça devient un instinct, un réflexe. Il faut aller chercher les gens de façon plus souvent dans leur bien-être et vraiment qu'ils sont engagés, ils commencent à avoir de la proactivité, ils voient des informations, ils vont avoir du contenu, des vidéos, des recommandations, même des questionnaires pour voir est-ce que vous êtes en santé, est-ce que vous voulez perdre du poids, est-ce que vous voulez être plus actif, est-ce que vous dormez bien, et ensuite offrir des services pour que les gens commencent à intervenir dans leur quotidien de façon préventative. Donc, c'est vraiment là qu'on s'en va dans le futur proche, même très proche, on veut aller là parce que ça va aider à réduire les interactions quand les gens vont pas bien. Donc, et s'ils vont venir, ça va être plus tôt, ça va être une interaction plus précoce qui est bien sûr plus efficace pour tout le monde. Et tu as bien raison, oui, parce que aussi à travers le Canada, et pas juste au Canada, ailleurs aussi, mais au Canada, avec la pénurie de médecins en santé primaire, la proportion qu'on peut accorder à la prévention diminue parce qu'on est toujours sur le curatif, brûler des feux, brûler des feux, brûler des feux. Donc, oui, il y a certainement une place importante à la prévention dans les soins virtuels. Alors, écoutez, on pourra en parler des heures. C'était une discussion absolument extraordinaire. Nous, comme collègues, on ne se parle pas souvent dans la TELUS, mais grâce au webinaire, on se parle ensemble. C'est merveilleux. Mais c'est pour le bénéfice des employeurs qui nous écoutaient. J'espère que ça a pu éclairer, intéresser ou confirmer ce que vous aviez l'intention de faire ou ce que vous avez pris comme décision. Et nous invitons à réécouter le webinaire pour réécouter les excellentes questions et les excellentes réponses qu'on vous a fournies sur notre rapport sur l'analyse approfondie des soins de santé virtuels au Canada. Et attendez, vous allez voir, la prochaine édition va être encore plus étonnante. Alors, merci infiniment à tout le monde. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée.